peu de politique. Nous allons évoquer la question de la privatisation des aéroports de Paris et de la Française des Jeux, mais aussi de ce qui est de façon générale stratégique pour l'État à maintenir sous son giron et ce qui ne l'est pas par rapport aux enjeux d'avenir. Donc on va dépasser le cadre du fait que ce sont des usurpateurs qui sont au pouvoir, qui n'ont absolument aucune légitimité pour faire ce genre de transaction. C'est un premier point. Donc on va regarder ça sous un angle beaucoup plus général et on va aussi faire un petit biais sur la question du référendum d'initiative partagée. Donc comme vous le savez, le gouvernement Fellon qui a actuellement la main mise sur l'État, hein, ces gens ne sont pas légitimes, je le rappelle, il faut clairement les virer, ont décidé de vendre les aéroports de Paris ainsi que la Française des Jeux. Et ils espèrent en retirer en fait au total environ 10 milliards d'euros, ce qui est très peu, ce qui est rien du tout. Alors la Française des Jeux, malheureusement, s'est déjà pliée et ça, nous aurions dû le garder tout simplement parce que la Française des Jeux, ce sont des jeux de hasard et les jeux de hasard, c'est bien connu, ça peut porter à un certain nombre de comportements addictifs qui ne sont pas nécessairement sains. Donc il est mieux que l'État garde un certain contrôle sur ce genre d'entreprise, si nous en avons une, non seulement parce qu'effectivement ça nous apporte un dividende, ça c'est clair, mais aussi parce que contrairement à un agent privé, l'État lui peut encore poser une régulation s'il estime qu'à un moment des comportements trop addictifs sont en train d'être observés et qu'il convient de trouver une façon ou une autre de réguler ces comportements. Donc pour la Française des Jeux, à la base, c'est pas seulement une histoire d'argent que l'État peut récupérer, même si clairement la Française des Jeux en apporte beaucoup, c'est aussi tout simplement une question de santé publique. Donc c'est assez peu visible comme ça a priori, parce que on se dirait oui, bon, la Française des Jeux, les jeux de hasard, oui, oui, mais enfin je pense que c'est quand même important que l'on fasse gaffe à exactement ce que l'on cède. À l'inverse, les aéroports de Paris, c'est tout autre chose. Ce sont en fait des infrastructures pour faire atterrir et décoller des avions en premier lieu. Et ces infrastructures ne sont pas délocalisables, elles ne peuvent que rester en France. Il se trouve que dans les années futures, s'il y a bien un secteur de l'économie qui risque de défaillir très, très sérieusement, c'est bien le secteur de l'aviation. Donc ça signifie que nous défausser des aéroports de Paris, en soi n'est pas excessivement grave parce que les infrastructures restent de toute façon, quoi qu'il arrive, elles ne vont pas être démolies, elles vont bien rester en France. Et par ailleurs, lorsque la crise pétrolière va frapper très fort, et ça va, il faut être clair, hein, nous allons manquer de pétrole à un moment ou à un autre, ça va devenir de plus en plus dur au fil des années qui passent. Le pic pétrolier est déjà derrière nous à la base. Ça fait 10 ans qu'on l'a passé, ça fait même beaucoup plus que 10 ans, puisqu'en 2006, on était déjà sur le plateau. On franchissait le plateau en 2006. Donc, la production de pétrole va baisser au fur et à mesure, et nous allons avoir un pétrole qui va devenir de plus en plus cher, indépendamment des taxes, qui d'ailleurs nous protègent d'une certaine façon, parce que plus nous taxons le pétrole, plus nous avons la possibilité d'alléger le prix sur le tard. En fait, c'est un petit peu comme le système de retraite c'est une forme, c'est même mieux que ça, c'est même pas mieux que ça, c'est-à-dire que c'est une sorte d'épargne que l'on fait. En taxant le pétrole, en le mettant à un très haut niveau, nous avons la possibilité de réduire les taxes le jour où il devient excessivement cher. Ce qui fait qu'en fait, là où pour nous, c'est vrai que le prix est difficilement supportable, mais c'est surtout parce que le reste du coût de la vie est aussi insupportable. Il y a des tas de postes dans le budget des ménages qui pourraient largement être réduits, je pense notamment à l'immobilier en particulier, pour peu que le gouvernement veuille faire quelque chose là-dessus. Donc c'est pas tellement, il ne faut pas regarder en fait le prix du pétrole uniquement sous l'angle strict de sa fiscalité, il faut regarder un tout.
On peut accepter à la rigueur de payer très cher quelque chose qui va devenir rare ou qui est préjudiciable pour l'environnement ou pour la santé. Ça paraît assez logique. Si par exemple, je vous disais, il faudrait taxer le Roundup à 200%, il n'y aura pas beaucoup de gens qui seront contre ça. Donc c'est là où en fait il faut bien comprendre le truc. Lorsque le pétrole va devenir cher, le fait d'avoir une fiscalité très forte sur les produits pétroliers, ça nous permettra en fait d'avoir la possibilité de jongler, de baisser un peu les taxes pour pouvoir supporter un déclin qui commencera à s'amorcer férocement. Donc ça, c'est un premier point. Mais quand on regarde un petit peu plus large sur la question pétrolière, il y a tout ce qui fonctionne au pétrole. Or, un des premiers secteurs de l'économie qui va forcément devoir se refondre et qui risque même de chuter, hein, clairement, ça sera une catastrophe pour eux, ce sera l'aviation. L'aviation civile ne pourra pas tenir le choc d'un gigantesque, une déplétion des matières premières en termes de pétrole qui sera élevée. On ne pourra pas le supporter. Actuellement, la plupart des gens qui prennent l'avion sont quand même des gens qui ont les moyens de prendre l'avion. Il y a peu de gens qui sont dans des petits revenus qui peuvent se permettre de prendre l'avion. Donc ces gens-là, ils seront peut-être prêts à mettre le prix le jour où prendre l'avion, ça coûtera encore plus cher que ça ne l'est déjà, parce qu'ils en ont les moyens. Mais nous, la majorité des gens, en fait, qu'est-ce qu'on s'en fout? Je veux dire, ça n'aura aucun sens. De la même façon, en fait, au niveau aéronautique, si nous avons tout intérêt à nationaliser par exemple Dassault, pourquoi? Parce que Dassault fabrique des avions de guerre, tout bêtement, hein, des avions militaires. De la même façon que il y a une branche Airbus qui est aussi orientée sur le militaire ou le spatial, tout ça, c'est stratégique, nous devons le garder parce que de toute façon, tout ce qui est de l'ordre des fournitures militaires doit rester sous le contrôle de l'État. Ça, c'est pas des agents privés qui doivent chercher des intérêts mercantiles avec ce genre de produits. Non, à la base, laisser à des intérêts privés le soin d'avoir la mainmise sur une production militaire, c'est encourager finalement ces agents privés à trouver tous les moyens de vendre leur production. Et la meilleure façon de vendre de la production sur des engins militaires, c'est clairement de favoriser des guerres. Donc on voit bien que des agents financiers prédateurs sont, quand bien même ne sont pas responsables des guerres à proprement parler, ça reste des agents politiques qui sont responsables des guerres. Mais ils ont un intérêt à ce que ces guerres surviennent. Ils ont un intérêt, parce que c'est comme ça qu'ils peuvent vendre leur camelote. L'État, lui, il peut passer des commandes publiques non pas pour aller faire la guerre, mais tout simplement pour assurer tout simplement le renouvellement de son matériel militaire et son entretien, avec un carnet de commandes qui est préétabli chaque année en fonction des besoins. Et si jamais l'État n'a pas de grands besoins sur une entreprise qui est nationalisée, il peut tout simplement la faire tourner au ralenti, s'assurer qu'elle ne mette pas la clé sous la porte parce qu'on en aura besoin si tout simplement il y a des commandes plus grosses pour les manœuvres militaires. Mais toujours est-il, ça, c'est de l'intérêt de l'État. C'est vraiment de l'intérêt de l'État de conserver la mainmise sur tout ce qui est du ressort de la production de matériel militaire en France. Et je vais vous dire, la majorité des entreprises qui fabriquent actuellement du matériel militaire sont plus ou moins privatisées. Et elles sont en plus, le pire étant, c'est qu'il y a des États étrangers qui ont des actions, des pouvoirs sur des entreprises françaises qui fabriquent du matériel militaire, ce qui est inadmissible. Le matériel militaire fabriqué en France ne peut servir qu'à l'État français, très clairement. Donc ça, c'est un premier point sur ce qui est stratégique à conserver. C'est bien ce qui est du ressort du militaire, mais ce qui est de l'aviation civile ou de façon générale, les infrastructures qui permettent à l'aviation civile de faire décoller et puis atterrir des appareils, quelque part, on s'en fout un peu. Honnêtement, ça n'a pas vraiment de sens que de le garder sous le contrôle de l'État, parce qu'il vaut mieux que ce soit des agents privés qui se retrouvent
à devoir soit faire des investissements pour encaisser la déplétion des matières premières sur les produits pétroliers, encore une fois, que ce soit l'État qui doive gérer absolument et dire à des fonctionnaires, quand bien même on n'a plus de pétrole, quand bien même le secteur de l'aviation se casse la gueule, on va maintenir des emplois alors qu'il n'y a pas de raison d'être. Donc autant laisser ça à des agents privés, autant passer la main à des agents privés pour ce genre de questions. Maintenant, il y a quand même d'autres secteurs de l'industrie et des services qui sont excessivement stratégiques pour l'État. Je pense tout ce qui est téléphonie. Si vous avez suivi un petit peu l'affaire Snowden et tout ce qui, et puis l'espionnage qui a été subi par la France, par la NSA, espionnage consenti par Sarkozy, et Chirac aussi d'ailleurs, qui à l'époque avait déjà intégré une espèce de consortium américain sur du partage de données. Nous n'avons pas accès à toutes les données qui sont enregistrées par la NSA. En fait, il y a un club très sélect avec le Royaume-Uni, en gros les pays anglo-saxons, je crois que c'est le Royaume-Uni, le Canada et les États-Unis et l'Australie qui ont la primauté de ces données-là, qui peuvent avoir accès à pratiquement tout, avec évidemment certaines restrictions concernant ce qui intéresse uniquement les États-Unis. Et nous, on partage des données, mais en revanche, on n'a pas accès à tout. Et de façon générale, ce qui relève des télécommunications, il y a des lois qui protègent à la base nos correspondances, le secret des correspondances, qui garantissent que l'État ne peut pas intercepter des données et plus encore les livrer à des puissances étrangères sur nos communications. Il peut y avoir des échanges entre services de renseignement en fonction d'un problème qui est donné. Il ne faut pas se partager des données comme ça pour le plaisir de se partager des données sans qu'il y ait une raison d'être. Si on nous fait une demande de partage d'informations parce que on cherche à pister des terroristes ou quelque chose comme ça, c'est assez logique que les services s'échangent des informations, mais pas donner des informations pour le plaisir de donner des informations. C'est quand même nos télécommunications. Donc tout ce qui est du ressort des télécommunications, à mon sens, ça doit être nationalisé. De la même façon que tout ce qui est lié à l'énergie, et là je pense autant au pétrole qu'à l'électricité, toutes les infrastructures qui permettent de distribuer ou de convertir de l'énergie, ça doit rester sous le contrôle de l'État français. De la même façon que les régies d'eau, de distribution d'eau, et puis son retraitement, ça c'est à nous. C'est uniquement pour l'intérêt national et ce sont des besoins fondamentaux. Quand on parle d'énergie et d'eau, faut être clair, c'est pas des intérêts mercantiles, ce sont des besoins vitaux. Donc ça doit rester dans le giron de l'État. Il y a ainsi donc un certain nombre, on pourrait étendre encore parce il y aura toujours des services et des entreprises industrielles qui ont intérêt à être gardées sous le contrôle de l'État. Je pense notamment par exemple aussi à la production de navires. L'État peut largement influencer le renouvellement de la flotte, qu'elle soit marchande, militaire ou même de pêche, si nous avons le contrôle, si nous décidons. En fait, pourquoi je vous dis ça? Alors d'une part parce que c'est clair, peu importe le modèle économique dans lequel on est positionné, il y a des intérêts stratégiques qui doivent rester sous le giron de l'État. Actuellement, les fous furieux qui ont les commandes de la France considèrent qu'il n'y a rien de stratégique, qu'il n'y a que du pognon à se faire, il y a toujours un petit billet à récupérer. Macron est un spécialiste, lui, c'est exactement ce qu'il faisait, c'était négocier lorsqu'il était dans le privé à la banque Rothschild, négocier des tractations entre des grandes entreprises qui voulaient faire des cessions et des achats d'actifs et prendre au passage une commission pour lui. Voilà comment raisonnent ces gens-là. Ce n'est pas du tout des hommes d'État, ce sont des prédateurs, des financiers, c'est rien d'autre que ça. Ils en ont strictement rien à foutre de ce qui relève des intérêts fondamentaux de la nation. Maintenant, si on va un peu plus loin et qu'on pense qu'effectivement, demain, nous allons manquer d'énergie,
En tout cas que nous allons vraiment manquer de pétrole, il va falloir repenser tout le modèle. Je vous disais que les avions, ça va être le premier secteur de l'économie qui va se casser la gueule. Pourquoi? Parce que ça représente quoi? Que 3% de la consommation des produits pétroliers en France, mais cependant, ce sont des gouffres à pétrole en tant que tels. Euh, de la même façon, la production automobile risque très clairement de prendre très cher. Alors l'État, par exemple, pourrait très bien dire, on nationalise l'une des 3 entreprises françaises qui fabriquent des automobiles pour que nous puissions donner un cap, en disant, voilà, nous avons une volonté d'investir sur un certain nombre de technologies sur lesquelles actuellement le privé ne veut pas investir parce qu'il ne regarde pas sur le long terme. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas forcément de rester dans le tout bagnole avec... de toute façon, on ne pourra pas être dans 10, 20 ou 30 ans. C'est difficile de prévoir à quel moment ça va nous taper dessus, mais c'est pour notre génération. Encore une fois, c'est vraiment pour notre génération. Le fait d'avoir chacun une voiture particulière pour vaquer à ses petites occupations, aller au travail, etc., ça va plus être possible. Il va falloir partager beaucoup plus les véhicules dans un premier temps. Trouver des moyens d'avoir des véhicules plus économiques qui soient avec des technologies plus hybrides pour réduire notre consommation. Et il faudra même songer, je pense, à réduire les vitesses sur autoroute. C'est-à-dire que là où ils ont été cons, c'était au lieu de réduire les vitesses sur les petits tronçons, les départementales et nationales à 80 km/h, il fallait laisser ça à 90 km/h. C'est pas ça qui nous fait gaspiller du pétrole à proprement parler. Et puis, il n'y a pas de danger. C'est faux qu'il y ait un danger particulier. Il n'y a rien il y a rien qui a été gagné en termes de prise de réduction des risques en réduisant de 90 à 80 km/h. Donc je ne sais pas exactement quelle était leur motivation, si ce n'est peut-être le fait qu'ils étaient de bisbille avec l'entreprise qui fabriquait les panneaux, parce qu'il faut changer les panneaux dans ce cas-là. Je ne sais pas quelle était leur visée, mais la réalité, c'est que quand on passe de 130 à 110, là, les économies de pétrole sont considérables. Je veux dire, vous faites un trajet de 800 km avec votre véhicule à 130 ou à 110, vous verrez clairement la différence. Il y a de fortes chances que avec une petite voiture à 130 km/h, vous soyez obligé de faire le plein aux 3/4 du chemin, tandis que si vous étiez à 110 km/h, vous le ferez de bout en bout. Il y a vraiment 20 à 30% d'économie de pétrole de possible sur les vitesses sur autoroute. Donc ça fera râler énormément de gens, ça j'en suis conscient, et je sais à quel point on est devenu individualiste, et puis on a une relation avec la bagnole, le confort, qui est absolument qui est détestable d'une certaine façon. On n'est plus capable de se raisonner et puis de réfléchir sur certaines logiques qui sont à la fois individuelles en termes d'économie. Il n'y a que les pauvres qui le font, hein, parce que les bourgeois, eux, quand ils s'en foutent, je veux dire, de payer cher leur plein, ils s'en battent les couilles, ils ont les moyens. Quand on est pauvre, on ne le fait pas pour des raisons écologiques ou une volonté de réduire la consommation de la France en pétrole parce que ça sert tout le monde. Non, on le fait simplement parce qu'on est fauché et qu'il faut faire attention. Donc on va calmer un peu sur la pédale d'accélérateur. Mais voilà, il y aura sans doute la nécessité quand même de nationaliser une entreprise au moins qui fabrique des voitures. Peut-être Citroën, parce que PSA a toujours été, enfin Citroën en tout cas, c'est une entreprise qui a toujours innové. Peut-être Renault, parce qu'elle a une certaine ancienneté, et puis il y a une relation presque historique avec la France. Je ne pourrais pas vous dire, ça n'a pas tellement d'importance, mais de toute façon, en fait, j'aurais tendance à dire que c'est Renault le plus pertinent, parce que Renault fait aussi des véhicules industriels. Or, les camions, ça va être ça notre priorité. Ça va être de trouver des solutions pour que sur les 300 000 camions, le parc de poids lourds français, c'est à peu près 300 000 camions. Alors, ça a peut-être un peu augmenté depuis les quelques années où j'ai regardé les chiffres. Mais sur ces 300 000 camions, il y en a à peu près 50 000 qui vont acheminer l'alimentation, notamment dans le frigorifique. Mais pour alimenter les villes, il va bien falloir trouver des solutions. Clairement, il va falloir trouver des solutions. Donc, il va falloir trouver il va falloir en fait produire des investissements publics
qui ne sont pas actuellement faits par les Renault ou même les autres grandes entreprises automobiles, pour nous débarrasser des systèmes actuels. Pour l'instant, tous les camions ne fonctionnent qu'au diesel. Il n'y a pas du tout de technologie alternative. Alors on ne peut pas mettre n'importe quoi, hein, ça ne va pas marcher à l'électricité un camion, c'est clairement, il y a 40 tonnes à tirer. C'est valable, on va dire, sur de petites distances, sur de longues distances. Et quand je dis longue distance, je parle de 200-300 km au moins, parce qu'on peut considérer que le train peut pallier pour une distance supérieure à 300 ou 400 km. Mais pour du régional, il faut quand même, lorsqu'on a des gros poids, des technologies qui nous permettent d'avoir la même efficience, ou à peu près, que celle qui est permise par les moteurs diesel. Donc, il y a tout ce genre d'entreprise qu'il nous faut renationaliser. Question qui n'est pas posée par le gouvernement au travers de ce référendum. Il n'oriente que notre regard, il nous le concentre que sur la question d'ADP, qui en soi n'est pas très importante. Et c'est pas pour rien qu'au lieu d'organiser directement ce référendum, ce qui est quand même dans la capacité du gouvernement, hein, je ne comprends pas en fait pourquoi des gens se fatiguent à aller chercher des signatures, sachant que ça a été fait exprès, parce que ce référendum va tomber à peu près au moment des municipales, pour pouvoir faire la traque des signatures et puis les rendre au Conseil constitutionnel, je crois, et au ministère de l'Intérieur. Enfin, tout ça mobilise énormément de temps, énormément d'énergie de la part de militants, en sachant que c'est en pure perte, puisqu'il n'y a pas d'information qui est communiquée, que la majorité des Français très clairement s'en foutent. Hein. Donc, obtenir les 4 millions de signatures, Macron savait déjà par avance que ceux qui allaient tenter de se battre là-dessus allaient le faire en pure perte. En fait, c'est un cadeau empoisonné, cette histoire de référendum d'initiative partagée. Il savait pertinemment que c'était une dépense d'énergie inutile, et ça le fait marrer de voir des gens courir comme ça en espérant réussir à collecter les signatures pour ADP. Et certains sont capables de dire oui, mais c'est pour emmerder le gouvernement, etc., que de réussir ce pari-là. Non, mais ça va pas les emmerder du tout, ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. À tout point de vue, ils en ont la maîtrise de cette possibilité de référendum ou pas. Ils pourraient l'organiser directement, ils le font pas. S'ils le font pas, c'est juste parce qu'ils veulent nous voir nous épuiser sur ce genre de conneries. Alors que les municipales approchent, et que ça, par contre, c'est un enjeu très important pour eux, parce qu'il ne faut surtout pas que des citoyens puissent constituer des listes citoyennes et reprendre le contrôle des mairies. Parce que je rappelle que les mairies sont à l'origine des signatures qui sont délivrées aux candidats au présidentiel. Hein, donc c'est vraiment important, les municipales, hein, dans le système politique français. Avoir le contrôle des mairies, c'est s'assurer qu'on a aussi le contrôle sur les présidentielles. Si par exemple tous les Français se mettaient en tête de reprendre le contrôle de leur mairie avec la volonté d'instaurer la démocratie, puis de proposer de s'accorder sur une même date pour organiser un référendum révocatoire une fois les municipales remportées dans toutes les villes de France, hein, sur une même date, ça ferait quand même bien chier Emmanuel Macron de se dire tiens, les municipales, ça a été remporté par un certain nombre de villes ont été conquises par des listes citoyennes qui se proposent d'organiser un référendum révocatoire contre moi. C'est dangereux. Et puis de la même façon, si on va jusqu'au bout de la logique, on a toutes les villes de France, les 36 500 communes de France qui sont sous contrôle des citoyens. Si on veut plus voir les oligarques, hein, tous les candidats PS, LRM, République en marche, Centre, ELV, enfin tous ces oligarques européistes qui n'en ont rien à foutre du peuple. Et quand ils viennent réclamer des signatures, on leur dit non, vous n'aurez plus rien. Par contre, tous les petits candidats qui étaient censurés jusque-là, qui avaient quelque chose à dire, on leur donne des signatures. Eux, ils ont le droit. Donc c'est une façon d'éliminer de façon très simple l'oligarchie, hein, de leur dire c'est terminé, on siffle la fin de la partie. Bon, alors évidemment, ça ne se passera pas comme ça, mais il faut bien comprendre que là, ce référendum d'initiative partagée, donc
donc pas un référendum d'initiative populaire, hein, c'est pas un RIC, c'est le Parlement a aussi son mot à dire là-dessus. Donc c'est pas du tout le peuple qui a l'initiative, c'est Macron. Et Macron est à l'initiative parce qu'il a une idée derrière la tête. Et que ceux qui courent comme des lapins de Garenne sans réfléchir à ce qu'il a en tête sont en fait un peu couillons. Et même quand on y réfléchit sur le plan économique de ce qui est d'intérêt national ou pas, honnêtement, ADP, je vois pas quel est notre intérêt à conserver ce truc-là, parce que ça va nous coûter une blinde. Si on maintient alors je suis désolé pour les gens qui travaillent aux aéroports de Paris, mais à mon sens, et c'est pareil pour ceux qui peuvent bosser sur Airbus, il doit y avoir aucun fonctionnaire dans ces entreprises-là. On n'a pas à sauver des postes, l'État n'a pas à sauver des postes au moment où ces entreprises vont nécessairement couler ou avoir des très très grosses difficultés à encaisser l'après-pétrole. Donc il faut réfléchir un peu de façon stratégique, que ce soit sur le plan politique, c'est-à-dire à la fois le court terme, qu'est-ce qui est envisagé par le gouvernement, pourquoi il nous fait courir sur ce référendum à la con sur ADP, qui ne sera jamais organisé de toute façon. Donc là, c'est de l'énergie perdue pour rien. Mais sur le long terme aussi, qu'est-ce qu'on a besoin de renationaliser? Qu'est-ce qu'on a besoin de conserver de toute façon? Et qu'est-ce qu'on pourrait tout simplement privatiser? Parce qu'on sait très bien que ça n'est pas stratégique pour la nation, ou que s'il y a des investissements à faire dans l'avenir du fait d'un certain nombre de problèmes de matières premières qui vont se poser, sans que cela gêne, encore une fois, l'intérêt national, laissons le privé se démerder avec ses investissements. C'est pas notre rôle en fait que de maintenir ça sous le giron national, sous le giron de l'État en tout cas, à mon avis. Voilà, je voulais simplement vous parler de ces questions d'entreprises nationalisées, puisqu'on ne parle plus de nationalisation aujourd'hui en France. De toute façon, les traités poussent actuellement à la privatisation. Les braves gens qui sont un peu angéliques vis-à-vis de la question européenne, je vous suggère d'ouvrir le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Vous le trouverez en ligne sur Internet. C'est l'un des deux traités qui fait partie du traité de Lisbonne. Vous allez sur les articles 104 à 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et vous verrez qu'en fait, ces articles-là sont en train d'expliquer que l'État, les entreprises publiques ne peuvent pas faire concurrence, ne peuvent pas en fait créer des distorsions de concurrence avec des entreprises similaires dans le privé. C'est une aberration. C'est par exemple pourquoi EDF a des prix réglementés sur l'électricité. C'est tout simplement parce que quand il y a des gens qui sont trop pauvres pour payer l'énergie normalement, le fait qu'on puisse dire l'État lui prend une partie pour lui et fait baisser les prix pour ces gens-là, c'est pour s'assurer que tout le monde puisse avoir accès à l'électricité, tout le monde puisse avoir un accès à l'énergie. Et c'est la même chose pour l'eau, pour, encore une fois, tout ce qui relève des intérêts fondamentaux de la nation. Donc, la distorsion de concurrence, c'est le rôle de l'État. L'État, il est dans son bon droit à la base de dire ça ferait peut-être pas plaisir à des agents privés que nous, on crée une distorsion de concurrence sur certains produits ou sur certains services, mais on s'en fout. On s'en fout parce que c'est d'intérêt public. C'est pas un intérêt mercantile, c'est un intérêt public. Donc, je faisais cette vidéo pour vous dire qu'à la base, j'espère qu'on va remettre sur la table plutôt la discussion de ce que l'on veut réellement nationaliser parce que c'est stratégique pour le peuple, parce que ça nous permet d'avoir le contrôle et de ne pas laisser des intérêts prédateurs ou financiers ou mercantiles, quoi qu'il arrive, avoir le contrôle de secteurs de la vie publique qui sont stratégiques. On pourrait parler des banques et des assurances. Les assurances et les banques françaises doivent être nationalisées, mais totalement. Ça, par exemple, vous voyez, c'est des choses comme ça. On pourrait aussi dire que ce qui est très gros et qui n'est pas stratégique mériterait d'être transformé en scope obligatoirement. De la même façon que des grosses PME qui, je ne sais pas, il faudrait chiffrer à partir d'un certain nombre de salariés ou d'un poids financier, je ne sais pas comment ça pourrait s'imaginer, mais au moment où le chef d'entreprise cède la main et qu'il s'en va, s'il y a vraiment beaucoup de salariés, c'est pareil, on dit ça devient une scope obligatoirement.
Alors ça suppose de revoir toutes les questions de patrimoine, d'héritage, du droit des entreprises, etc. Mais je pense que c'est des questions essentielles qu'on devrait se poser. Tout n'est pas stratégique. L'État doit aussi laisser la possibilité aux entrepreneurs de se lancer, d'innover, d'être un peu tranquille, de ne pas forcément être matraqué administrativement ou fiscalement lorsqu'ils tout simplement ils essaient de faire vivre leur boîte. Donc je suis d'accord avec ça, hein. Et surtout, plus on est petit, plus on doit être tranquille d'une certaine façon, plus l'État doit nous foutre la paix. Mais paradoxalement, plus on est gros et stratégique, plus l'État doit avoir un droit de regard. Et plus c'est vraiment stratégique pour la nation parce que ça répond à des intérêts publics, des intérêts fondamentaux qui n'ont rien à voir avec des intérêts mercantiles, là, nous devons avoir le contrôle politique de ce genre d'entreprise. Voilà, je souhaitais donc expliquer tout ça. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Et écoutez, si vous l'êtes, n'hésitez pas à partager et à commenter, quoi qu'il arrive. Ciao!